La sénatrice Esther Benbassa s'est rendue lundi à Menton, à la frontière italienne. Membre de la commission des lois, la parlementaire a voulu voir comment se déroulaient les contrôles des migrants, notamment dans les trains. Elle dénonce les contradictions du gouvernement en matière de politique migratoire. C'est un reportage de Jérôme Ramier. Gare de Menton-Garavant, premier arrêt pour les trains en provenance d'Italie. C'est là que la sénatrice Esther Benbassa a choisi de venir voir comment les contrôles aux frontières s'opèrent. Ici, tous les trains sont systématiquement fouillés. Maintenant, le train est arrivé de Ventimiglia. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et les policiers montent dans le train. Les policiers montent dans le train et fouillent intégralement le train et sortent des personnes de couleur noire. Les personnes interpellées sont alors conduites dans un bureau situé au-dessus de la gare. Mais alors que la sénatrice souhaite s'entretenir avec 2 migrants qui vont être conduits dans les locaux de la police aux frontières, les policiers font ce qu'il faut pour l'en empêcher. Monsieur, je suis parlementaire, non. Je voudrais parler avec... Madame, on n'a pas le droit de vous parler de devoir de réserve. Ah bon? Voilà. Ah bon, écoutez... Mais une 3e personne a été interpellée. Les policiers l'ont conduite sur le quai en face pour un retour direct en Italie. Problème, elle se déclare mineure. Bon, ne pleurez pas, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Vous venez d'où? De la Côte d'Ivoire, d'accord. Et vous êtes venue comme demandeuse d'asile. Ce qu'on nous a dit ici, c'est que c'est courant qu'on renvoie la personne mineure en Italie. On ne pas s'encombrer, oui. La commissaire en charge de la lutte contre l'immigration irrégulière arrive alors sur les lieux et peine à expliquer ce renvoi immédiat en Italie. On va étudier sa situation. C'est-à-dire sa situation. On va l'étudier, on va voir un peu. C'est pas mieux de l'amener au service de l'enfance? Je vais voir, on va voir. Oui, mais si on n'était pas là, vous ne l'appliquez pas, puisqu'elle était là, seule, elle attendait le prochain train. Ça veut dire que la procédure n'a pas été appliquée. Sûrement, il y a une explication. Ah oui, mais je veux l'explication. Oui. Écoutez, je vous fais confiance. Je suis là, hein, je suis venue de Paris. J'aimerais bien savoir pourquoi la procédure n'a pas été appliquée. Le sujet est sensible, le préfet des Alpes-Maritimes ayant déjà 2 fois été condamné pour violation du droit d'asile. La visite se poursuit à l'étage de la gare, transformée par la police en bureau pour traiter la centaine de migrants qui arrivent quotidiennement. Et à demi-mot, un responsable policier confie, pour les mineurs, appliquer les consignes des supérieurs en les renvoyant directement en Italie. On établit une réquisition. Mais elle n'a aucun papier. Nous, voilà, j'ai le consigne qu'on nous donne. Après, la police aux frontières vous donnera plus d'éléments. Après, Esther Benbassa décide ensuite de se rendre à ce poste de la police aux frontières où sont emmenés les migrants. Dans ces locaux, aucune association n'est autorisée à rentrer, car ce n'est ni un centre de rétention ni une zone d'attente. Un flou juridique régulièrement dénoncé par les associations. Normalement, les migrants ne peuvent être gardés que 4 heures, mais des témoignages évoquent jusqu'à 1 journée pour certains. Notre caméra ne pourra pas rentrer, mais la sénatrice y a pris des photos et évoque sa visite. La façon dont les choses se passent sont un petit peu, disons, pas très rigoureuses. Et peut-être qu'il faudrait quand même que des ordres arrivent du ministère de l'Intérieur pour qu'on soit plus rigoureux. Dernière étape de la journée, la visite d'un point de contrôle à la frontière. 24 heures sur 24, policiers et gendarmes sirolés, contrôlant les véhicules qui accèdent à la vallée de la Roya. Et il y a quelques années, est-ce qu'il y avait ce contrôle? Il y a quelques années, non, ça fait même pas un an. Même pas un an. C'est le préfet qui a décidé. C'est le préfet qui a décidé. C'est lié à l'état d'urgence? Ça faudra lui poser la question, monsieur le préfet. Non. Je pense que oui, hein, quand même. Hein. Oui. Bon, c'est une zone quand même où il y a beaucoup de passages migrants et de passeurs. Ouais. Pour Esther Benbassa, cette utilisation de l'état d'urgence qui cible davantage l'immigration que le terrorisme en est un dévoiement. Forte de cette visite de terrain, elle demandera au gouvernement le coût de ce dispositif de surveillance aux frontières. Adeline Nazan, contrôleur général des lieux privatifs de liberté, notre invitée. Elle répond aux questions de Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite.
Adeline Hazan, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble des centres de rétention administrative et de la question des migrants. Mais d'abord, je voudrais vous faire réagir à une situation qui interpelle dans ce reportage avec cette jeune fille qui se dit mineure et qui se fait directement renvoyer en train en Italie sans que l'on cherche à vérifier ses dires. D'évidence, ses droits sont bafoués. C'est un véritable sujet, la présence de mineurs isolés. Il se trouve d'ailleurs que nous venons d'effectuer, il y a à peu près un mois, une mission à Menton. Donc nous ferons un rapport dans les mois qui viennent. La présence de mineurs isolés en France est en train d'augmenter de façon considérable. Ça a doublé sur 2 ans. Je crois qu'il y a à peu près 18 000 mineurs isolés, avec précisément une pratique qui est en train manifestement de s'accentuer, de s'accélérer, de retour immédiat de ces mineurs sans que l'on puisse vérifier s'ils sont bien mineurs. Et dans l'attente, il serait tout à fait normal et légitime que ces mineurs soient placés à l'aide sociale à l'enfance. On vient de voir dans ce reportage manifestement n'est pas toujours le cas, que ça n'est, c'est même rarement le cas, et c'est tout à fait choquant au regard des droits fondamentaux de mineurs étrangers. Vous comprenez donc l'appel au secours des départements sur ce sujet. On attend donc un plan d'annonce d'Édouard Philippe qu'il doit faire pour vendredi. Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement sur ce sujet des mineurs? Moi, j'attends rien de particulier de la part du gouvernement. J'attends que des moyens soient donnés, parce qu'effectivement, il y a un manque de moyens, c'est une évidence, au département pour que l'aide sociale à l'enfance puisse effectuer sa mission, c'est-à-dire recevoir des mineurs, tant que, en tout cas, on n'a pas démontré qu'ils sont majeurs. Là, c'est vraiment exactement l'inverse qui se passe. On considère, on présume à charge qu'ils mentent, qu'ils ne sont pas mineurs, qu'ils sont majeurs, et on les renvoie. Parce qu'il faut savoir, peut-être est-il utile de le préciser, qu'on n'a pas le droit de renvoyer un mineur. Donc ça veut dire que... Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure Absolument. d'éloignement. Donc ça veut dire que la police des airs et des frontières considère de façon arbitraire qu'ils ne sont pas mineurs pour pouvoir les renvoyer. Et ça n'est évidemment pas normal. Pour le coup, mineurs et majeurs compris, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a alerté hier sur les orientations de politique migratoire du nouveau gouvernement. Elle juge qu'il y a une multiplication des violations des droits fondamentaux des personnes migrantes observées sur le terrain. Est-ce que vous les rejoignez dans ces craintes, y compris dans les centres de rétention administrative? Alors, il y a 2 choses dans ce que dit la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il y a la rétention actuelle, là nous sommes compétents, et puis ensuite il y a des inquiétudes par rapport à la politique qui se dessine, j'y reviendrai dans un instant. Ce que nous constatons dans les centres de rétention administrative, c'est que les droits des personnes globalement sont mal respectés. En ce qui concerne la santé, ils sont mal soignés. En ce qui concerne l'hébergement, c'est parfois digne, c'est parfois indigne. Ces personnes sont accueillies de façon qui ne sont pas conformes aux droits fondamentaux. Mais la véritable question, c'est aussi la durée. La durée de possibilité d'un placement en rétention a augmenté considérablement depuis 1981. Elle est actuellement de 45 jours. 45 jours, moi j'ai toujours dit que c'était trop et que surtout que ça ne servait à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi? Parce que on sait d'expérience que si une personne n'a pas pu être renvoyée dans les 10-12 jours, elle ne pourra pas l'être parce que cela veut dire que le pays d'origine refuse de le reconnaître comme ressortissant. Donc de toute façon, elle ne pourra pas l'être. Donc 45 jours, c'est inutile et ça bafoue les droits des personnes. Le problème actuel, c'est que dans le projet dont on ne sait pas grand-chose finalement du gouvernement, mais on a quand même quelques bribes d'informations, il est envisagé de passer de 45 jours à 90 jours, ce qui serait véritablement un recul extrêmement important des droits fondamentaux, d'autant qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'enfants dans ces centres de rétention administrative. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? De plus en plus d'enfants, de familles avec enfants très jeunes dans ces centres de rétention administrative? On peut l'expliquer d'un point de vue géopolitique parce qu'il y a un certain nombre d'arrivées. La situation géopolitique est ce qu'elle est. Mais en tout cas, sur la pratique, c'est la pratique que moi je dénonce puisqu'elle est même contraire au texte. Il y a des textes, notamment une loi, qui disent que ça doit être vraiment exceptionnel et que c'est
l'assignation à résidence qui doit être privilégiée. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a donc Absolument. condamné la France en 2016 pour le placement Dans en 5 rétention affaires. des enfants. Absolument. Et malgré cela, cela continue. Et nous le voyons sur le terrain. Les associations avec qui nous travaillons beaucoup nous le disent. Manifestement, les préfectures ont des instructions très précises de ne pas privilégier l'assignation à résidence, comme ça doit être le cas, mais de placer en rétention des familles avec enfants. Pourquoi finalement? Parce que les services de police donnent l'impression de considérer que c'est plus pratique pour eux, si je puis dire, d'avoir les familles sous la main. Mais c'est une atteinte incroyable aux droits des enfants que de se retrouver dans un centre qui est très carcéral, même si ça n'est pas une prison, avec des grilles, avec des haut-parleurs toute la Extrêmement journée, anxiogène, bien sûr. totalement anxiogène pour des enfants en bas âge. Est-ce que vous liez ça à la nouvelle politique du gouvernement actuel ou est-ce que vous diriez que c'est une dérive qu'il y a déjà depuis longtemps ce placement en rétention Alors des cette enfants? dérive, elle est relativement récente, mais elle a quand même quelques années. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 2 ou 3 ans, il y avait 40 enfants en centre de rétention. Actuellement, on est à 185 ou 190. Donc c'est déjà un mouvement qui se dessine depuis, disons, 2 ou 3 ans. J'avais alerté d'ailleurs les différents ministres de l'Intérieur successifs sous la période de François Hollande, mais manifestement, c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer et je crains que ça ne continue. Ça va donc croissant. Votre réaction à la circulaire qui a été signée lundi par le ministère de l'Intérieur qui a demandé au préfet de s'impliquer personnellement dans le suivi des éloignements après les dysfonctionnements qui ont été constatés avec l'attentat de la gare Saint-Charles pour s'assurer en temps réel du nombre de places disponibles dans les centres de rétention administrative. Est-ce que c'est utile? Ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète parce que en 2 secondes, il faut quand même expliquer le système actuel. Actuellement, quand on expulse un étranger, on lui donne en général 30 jours pour préparer son retour, sauf s'il y a un risque d'atteinte à l'ordre public. Là, on peut l'éloigner tout de suite. Ce que laisse entendre cette circulaire, c'est que quasiment dans tous les cas, il faudra éloigner tout de suite et que la conception de l'atteinte à l'ordre public doit être extrêmement large. Ça veut dire en gros qu'on laissera de moins en moins aux personnes qui sont arrêtées et constatées en situation irrégulière le temps de préparer leur retour. Ça m'inquiète beaucoup. Quant à l'annonce de l'augmentation de 200 places en centre de rétention administrative, ça en dit long sur la politique justement de rétention et d'immigration que ce gouvernement manifestement a décidé de tenir. On voit d'ailleurs d'un côté un préfet limogé directement après l'attentat de Marseille, alors que, on l'a vu, l'illustration de notre reportage, un préfet condamné par 2 fois par le tribunal administratif pour ne pas avoir respecté le droit d'asile reste en place. Est-ce qu'il n'y a pas 2 poids, 2 mesures? Les droits fondamentaux d'un côté, et puis de l'autre côté, la politique sécuritaire qui, d'évidence, paraît plus importante? Bien sûr, mais ça c'est quelque chose que moi je dénonce depuis 3 ans que j'exerce ces fonctions de contrôleur général des lieux de privation de liberté, et particulièrement depuis 2 ans, le contexte sécuritaire que nous connaissons. On comprend ce contexte, bien sûr. Oui, mais justement, les droits fondamentaux doivent être respectés quel que soit le contexte. Et malheureusement, ce qu'on constate en ce moment dans tous les secteurs, particulièrement bien sûr sur l'immigration en ce moment, mais dans tous les secteurs, c'est que finalement la notion de droit fondamental, elle passe derrière. C'est-à-dire qu'on n'est plus, comme on l'a été, comme on devrait l'être en permanence, dans la recherche d'un équilibre entre une sécurité qui peut-être doit être augmentée, mais quand même un respect des droits fondamentaux. On a l'impression que finalement, ce respect des droits fondamentaux, c'est quelque chose comme si les gouvernements, depuis quelques années, pensaient que c'était un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Et moi, justement, j'attire leur attention sur le fait que, quel que soit le contexte que nous connaissons, on ne doit pas céder sur les droits fondamentaux. Une toute dernière question. On l'a vu dans le reportage, il y a un poste de police aux frontières qui est utilisé comme un poste de garde à vue, là où a tourné Jérôme Rabier. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces lieux qui ne sont ni des zones d'attente, ni des centres de rétention, et où on le voit, pareil, les droits sont rarement respectés. C'est encore plus difficile en l'absence d'interprètes, en l'absence d'associations? Là, en l'occurrence, je ne sais pas exactement ce qu'est ce lieu. C'est assez, effectivement, c'est un peu un entre-deux. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup de lieux qui sont considérés à un moment donné comme lieux de rétention administrative, en dehors même des centres de rétention administrative, pour y placer des personnes. Et là, il y a encore moins de droits que dans les centres de rétention administrative. Vous n'avez pas pu contrôler ce type de lieu, par exemple? Nous y sommes allés, donc je ne peux pas donner des informations sur ce que nous avons constaté, mais en tout cas, nous rendrons un rapport dans quelques mois. Merci beaucoup, Adeline Hazan, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
Et justement, Emmanuel Macron, vous venez d'en parler, comme il l'avait d'ailleurs annoncé dimanche soir, s'est montré ferme cet après-midi. Pour lui, les clandestins délinquants doivent être raccompagnés à la frontière de manière intraitable. On l'écoute. Collectivement, nous nous sommes installés dans une forme d'acceptation de la pire des situations. Nous accueillons mal, nous avons des procédures trop longues, nous intégrons approximativement et nous ne reconduisons plus. C'est cela la réalité française. Je souhaite que nous accueillions de manière exigeante et conforme à nos valeurs. Je souhaite que nous contrôlions tout de suite, parce que c'est ce que nous devons à nos concitoyens. Je souhaite que nous intégrions de manière irréprochable celles et ceux à qui nous assurons la protection de l'asile ou des titres légitimes. Mais je souhaite que nous reconduisions de manière intraitable celles et ceux qui n'ont pas de titre. Et puis le Parlement a définitivement adopté par un ultime vote du Sénat le projet de loi antiterroriste qui doit prendre le relais de l'état d'urgence au 1er novembre. Le texte déjà